Salut à tous, c'est Ultra Spitfire et aujourd'hui je voulais vous présenter une équipe extrêmement free-to-play friendly parce qu'en fait il n'y a que Bennett qui n'a pas été disponible gratuitement à un moment ou à un autre. Fischl a été disponible pendant l'événement des astres prédestinés de la 1.1. Xiangling est toujours disponible en complétant certains étages des abysses. Et le main caractère Anemo, c'est votre personnage de départ. Donc voilà, j'ai fait cette vidéo parce que cette équipe est extrêmement facile à composer et est extrêmement efficace comme vous l'avez vu. Donc à l'étage 11, salle 2. Ce n'est qu'un des exemples. Je n'ai pas fait la démonstration de la team à l'étage 12 parce que même si elle peut être efficace, on va dire ce n'est pas aussi impressionnant que ce que vous avez pu voir donc à la salle de l'étage 11. Et donc on va passer à la présentation de l'équipe. Donc on a comme j'ai dit, le Traveler Anemo, Xiangling, Fischl et Bennett. Le principe est d'utiliser le packing du E du Traveler Anemo, donc la fameuse Windblade, pour grouper les ennemis et utiliser la réaction transformative la plus forte du jeu, c'est-à-dire surcharge, qui est faite donc avec Pyro et Electro. C'est pour ça donc que j'ai mis Fischl et Xiangling, parce que les deux ont droit à un skill qui reste sur le terrain même quand elles ne sont pas sur le terrain, respectivement Gooba et Oz. Bennett est là pour la résonance pyro, pour aider Xiangling à récupérer plus rapidement son ulti, parce que son ulti fait énormément de dégâts et Xiangling a des problèmes de recharge d'énergie parce que Gooba ne rend pas assez de particules et son ulti est à 80. Et en plus, il permet de booster et de soigner. Malheureusement, le boost en attaque sur cette équipe est moins intéressant qu'un boost par exemple en maîtrise élémentaire, puisque le Traveler Anemo a besoin de beaucoup de maîtrise élémentaire. Et la maîtrise élémentaire pour surcharge est toujours la bienvenue. À la place de Bennett, on peut très bien mettre une Diona C6, le problème étant que ma Diona n'est pas C6, comme donc on peut le voir ici. Et sa C6, en fait, lorsque les PV des personnages qui sont dans le champ de son ulti sont au-dessus de 50%, elle fait gagner à ce personnage 200 de maîtrise élémentaire, ce qui est extrêmement fort dans cette équipe. Mais bon, ici donc je joue Bennett, j'ai un Bennett C2. Les constellations ne sont pas vraiment nécessaires. Ici c'est la C2, c'est juste du confort, et la C1, disons, c'est la plus intéressante. Mais vu que Bennett est surtout là pour la résonance pyro et aider Xiangling à se recharger, eh bien on va dire que le fait que le bonus d'attaque ne soit conféré que si les PV sont à 70% ou plus, eh bien c'est moins important. Donc voilà, c'est vraiment le principe est vraiment d'utiliser au maximum dispersion et surcharge. Ensuite, on va parler des builds. Encore une fois, cette équipe n'est pas la plus optimisée puisque comme vous l'avez vu ici, donc j'ai mon Traveler Anemo. Mon Traveler Anemo est bon. Le problème, c'est qu'en fait, je n'ai pas réussi à drop de coupe de la verge chasseuse en maîtrise élémentaire, sinon il serait encore meilleur. Comme arme, je lui ai mis le croc suppurant puisque c'était une arme gratuite, et donc je n'ai pas limité par le gacha pour cette arme-ci.
Mais sinon, l'éclair des impasses est très bon, l'épée de Favonius peut fonctionner, l'épée rituelle est extrêmement forte parce que vous pouvez enchaîner 2 E, et avec le nombre de coups que fait le E de la Nemo Traveler, vous êtes quasiment sûr de proc l'effet de l'épée rituelle, c'est-à-dire que vous gagnez un second E. Par contre, la seule chose dommage, c'est que le temps de recharge de cet effet est un peu long, mais bon, ça reste extrêmement intéressant donc, pour un Nemo Traveler, puisque de toute façon, jusqu'à l'étage 12, la plupart des ennemis peuvent être... Enfin, oui, la plupart des ennemis d'étage peuvent être tués en 2 Windblades si le setup est bien respecté. Tailleur de pierre prototype, c'est pas vraiment une bonne arme pour lui. Par contre, l'autre arme forgeable, piqûre de fer, est extrêmement forte donc sur un Nemo Traveler parce qu'en fait, le cooldown de cette épée, enfin le cooldown de l'effet de cette épée qui augmente les dégâts élémentaires, eh bien, coïncide avec la durée de la Windblade. C'est-à-dire que vous pouvez faire en gardant le E appuyé, donc en ayant la longue durée de la Windblade, eh bien vous aurez le premier proc de l'effet, donc vous augmenterez vos dégâts élémentaires d'un certain pourcentage selon votre rang de raffinement de l'épée, et puis après vous allez faire des dégâts, faire des dégâts, faire des dégâts, et puis après le truc va se réactiver, et donc le dernier coup sera plus fort. Ensuite, la flûte fonctionne aussi, mais ce n'est clairement pas la meilleure. Rugissement du lion, c'est exactement la même constatation que pour la flûte. À la limite, Rugissement du lion est légèrement plus fort dans cette équipe puisque c'est des ennemis affectés par pyro-électro. Il n'y a que du pyro et de l'électro dans l'équipe, sauf si vous jouez Diona. Donc ça peut être à la limite intéressant. J'ai aussi l'épée du faucon, mais elle est vraiment pas intéressante pour ce build-ci. Et dans les armes, disons 3 étoiles, il n'y a rien non plus d'intéressant. Donc encore une fois, comme j'ai dit, le build doit être avec un maximum de maîtrise élémentaire, donc de la maîtrise élémentaire sur le chapeau, sur la coupe et sur le sablier, parce que Nemo Traveler n'a aucun problème pour régénérer son ulti, et de toute façon ce n'est pas son ulti qui fait le plus de dégâts évidemment. Bon, ici on a la C6, voilà. Les aptitudes n'ont pas besoin d'être montées non plus, puisque on se base surtout sur les dégâts de dispersion, donc c'est une option très bas budget de monter un Nemo Traveler en maîtrise élémentaire. Donc voilà, c'était ça pour donc le Nemo Traveler. Ensuite, passons à Xianling. Alors, Xianling n'est pas un modèle pour cette équipe, parce qu'en fait, Xianling a de base un éveil, une stat d'éveil en maîtrise élémentaire, c'est-à-dire qu'elle part avec bien 100 points de maîtrise élémentaire de base. Sauf que dans cette équipe, la maîtrise élémentaire, oui, elle est importante, mais pas plus que ça en fait. Parce que donc, on a, comme elle en a de base, eh bien, on peut juste mettre un artefact et c'est bon en maîtrise élémentaire. Moi, dans ce cas-ci, j'ai un artefact et la lance fléau du dragon, mais en fait, la lance craftable avec de la recharge d'énergie est plus intéressante dans la plupart des cas, justement parce que elle va aider Xianling à réavoir son ulti plus rapidement. Et mettre du taux crit et des dégâts crit serait donc plus intéressant pour les dégâts. Bien sûr, il faut garder une coupe pyro et un sablier recharge d'énergie, parce que encore une fois, elle en a extrêmement besoin. Pour le diadème, comme j'ai dit, c'est mieux de prendre du taux crit, dégâts crit selon ce qu'il vous faut. Mais moi, j'ai pris de la maîtrise élémentaire. Alors pourquoi est-ce que la maîtrise élémentaire est moins intéressante? C'est parce qu'en fait, on ne sait pas qui va déclencher
la surcharge. C'est-à-dire que si vous stuffez votre Xianling full maîtrise élémentaire et puis que votre Fischl proc la surcharge, et bien toute la maîtrise élémentaire de votre Xianling n'aura servi absolument à rien. Et si vous stuffez les deux en maîtrise élémentaire, et bien il y aura obligatoirement les stats d'un des deux personnages qui seront ajoutés, vu que si c'est Xianling qui applique le pyro et puis que Fischl proc la surcharge, et bien toutes les stats de maîtrise élémentaire de Xianling seront à la poubelle. Et à l'inverse, si c'est Fischl qui proc le... non, si c'est Fischl qui applique et si c'est Xianling qui proc, et ben c'est toutes les stats en maîtrise élémentaire de Fischl qui seront ajoutées. Donc c'est plus intéressant de jouer taux crit, dégâts crit, parce que là ça fera toujours des dégâts, et de mettre un petit peu de maîtrise élémentaire par-dessus, même si ce n'est pas le plus efficace de mettre de la maîtrise, et bien ça reste une très bonne option. Donc j'ai une Xianling C5. La C4 est extrêmement importante pour la pyrotation de Xianling, mais elle n'est pas, encore une fois, nécessaire. Vous pouvez très bien réussir à bien appliquer pyro sans sa C4. La C2 est même pas si intéressante que ça dans cette composition-ci. Et la C2, enfin la C1 est plutôt correcte. Pour la C6, c'est clairement pas intéressant, à part peut-être pour les dégâts de dispersion qui seraient encore plus augmentés, mais on va dire que ce n'est pas nécessaire. Donc pour l'arme, comme j'ai dit, celle-ci, donc le fléau du dragon fonctionne très bien, même si bon, la maîtrise élémentaire c'est un peu overkill dans le cas de cette équipe. Sinon, on a la lance de Favonius qui fonctionne très bien, puisque c'est recharge d'énergie et en plus elle peut générer des particules toutes les. Enfin, avec 60% de chance lorsqu'elle fait un coup critique toutes les 12 secondes, c'est extrêmement fort pour elle. En plus, sa base d'attaque est plus que respectable et la recharge d'énergie, comme j'ai dit, est cruciale pour Xianling. Sinon, les deux armes craftables chez le forgeron sont extrêmement fortes. C'est le recharge d'énergie et le pic croissant de lune. Parce que le pic croissant de lune permet à Xianling de servir de sub DPS, c'est-à-dire que dans cette configuration, elle ne fera que placer Gooba, faire la pyrotation, et puis c'est fini. Elle va switch sur Fischl, Pennet ou un Nemo Traveler. Mais avec le pic croissant de lune, et bien avec l'effet, elle va pouvoir faire des attaques normales et faire énormément de dégâts, tout en gardant des dégâts plus que respectables avec la pyrotation et Gooba. Donc voilà, c'est tout ça pour les armes. Ne craftez pas la lance de dragon, son effet n'est pas boosté par Xianling, parce que c'est pour les ennemis affectés par Cryo. Xianling n'en profite vraiment pas. Et la base d'attaque et le fait qu'il y ait le pic croissant de lune, eh bien, c'est clairement, elle est complètement surclassée par le pic croissant de lune. Donc voilà, ça c'est pour Xianling. Par contre, pour elle, les aptitudes, ce sera relativement important de les monter, puisque on va quand même beaucoup se baser sur les dégâts de la pyrotation sans surcharge pour faire des dégâts. Mais bon, si vous n'avez pas les ressources, alors là, misez sur de la maîtrise élémentaire. Mais sinon, je conseille de monter les aptitudes en plus d'un build relativement orienté vers des dégâts pyro, de l'attaque des dégâts crit. Bien évidemment, avec toujours beaucoup de recharge d'énergie. Ensuite, Fischl. Elle, c'est toujours Oz le plus important. Et pour
Oz, ce qu'il faut, c'est mettre full dégâts électro et attaque. Moi, c'est comme ça que je la joue, en tout cas, avec 2 pièces colère du tonnerre et 2 pièces du gladiateur. Pourquoi? Parce que souvent, enfin jusqu'à l'étage 12, Fischl n'aura le temps de placer Oz qu'une fois et de mettre une fois l'ulti si vous avez vos personnages bien montés. Donc ce n'est pas vraiment intéressant de prendre le 4 pièces colère de tonnerre, puisque de toute façon, il faut que d'abord que ce soit elle qui proc les dégâts, enfin les réactions élémentaires basées sur électro, et en plus l'effet de réduction du temps de recharge n'est intéressant que si elle reste longtemps sur le terrain. Et à part si vous arrivez à l'étage 12, eh bien c'est plus intéressant de rester avec du 15% électro et du 18% d'attaque que d'aller avec le 4 pièces colère de tonnerre. Sinon, pour l'étage 12, là, ça devient une option plus que valable parce que les ennemis vont souvent prendre plus de 20 secondes à tuer. Notez que pour les constellations, je les C5 et en fait, la chose relativement drôle avec Fischl, c'est qu'en fait, il n'y a aucune constellation qui lui serve vraiment. La C1 est utile pour le DPS physique, parce que ça donne une deuxième attaque à 22% avec un multiplicateur de 22% à chaque fois que vous faites une attaque normale. C'est intéressant, mais encore une fois, pas pour le genre de build que je vous propose. La C2 donne un dégât lorsque vous posez Oz. C'est intéressant, mais c'est pas le plus fort avec Oz. Le plus fort, c'est les dégâts cumulés sur la durée. Et en fait, ce boost-là de 200% est relativement petit par rapport au nombre de coups et au pourcentage de chaque coup de Oz, justement. La C4 rend des PV et inflige un peu plus de dégâts lors de l'ulti. C'est exactement le même raisonnement, c'est des dégâts encore une fois bienvenus, c'est du soin bienvenu, mais c'est jamais les trucs les plus intéressants. Là où ça change, c'est la C6, mais là, si vous avez une Fischl C6, je vous conseillerais de mettre le pic croissant de lune sur Xianing, parce que alors vous aurez Xianing qui pourra faire des attaques normales, et donc Oz qui pourra attaquer en même temps avec donc un multiplicateur de 30% et appliquer encore plus d'électro. Donc voilà. Pour Xianing, je ne l'ai pas dit, mais encore une fois, le set 4 pièces du feu, c'est le plus intéressant. À noter qu'il faudrait regarder avec le nouveau set maîtrise élémentaire qui pourrait être très intéressant dans le futur. Et Anemo Traveler, 4 pièces verte chasseuse, c'est simple. Pour Bennett et pour Diona d'ailleurs, eh bien c'est juste 4 pièces rituel royal. L'effet est juste beaucoup trop intéressant. Si vous avez un peu du mal à tanker, vous pouvez sinon mettre 4 pièces à mon chéri, ça marche aussi, c'est pour moi beaucoup moins efficace, mais sinon 4 pièces rituel royal, pour moi c'est le mieux, le boost de 20% d'attaque, on dit jamais non. Pour l'arme, pour Bennett, eh bien je vous conseille en fait le tailleur de pierre prototype, ou à la limite le croc suppurant. Mais en fait, l'important, c'est d'avoir une grosse attaque de base sur l'arme, ou de la recharge d'énergie. C'est un peu au choix. Donc, en fait, même l'épée de Favonius fonctionne parce que elle, c'est la recharge d'énergie qui l'apporte, mais c'est pas le mieux, disons. Ces deux-ci fonctionnent aussi, puisqu'elles donnent de l'attaque pour cent et une base d'attaque correcte. L'épée rituelle, je dirais que ce n'est pas une bonne épée pour Bennett parce que en fait le temps de recharge de son E est déjà tellement petit qu'avoir un deuxième E, eh bien souvent ça va vous faire perdre du dégât plutôt que d'en gagner. L'éclair des impasses est très fort, mais bon ça c'est une arme relativement limitée.
par rapport à la barrière d'armes, et c'est clairement pas une bonne idée d'aller essayer d'invoquer sur la barrière d'armes pour une arme 4 étoiles, enfin c'est pas vraiment le mieux. Et sinon, gros suppurant si vous avez une autre option pour votre Anemo Traveler. Pour les stats des artefacts, personnellement, je préfère aller avec un sablier recharge d'énergie, une coupe PV et un diadème attaque, parce qu'en fait là on va à fond sur les forces de Bennett, c'est-à-dire que le pourcentage attaque c'est pour augmenter les dégâts, le boost de dégâts pour les autres, pour ses coéquipiers. La coupe PV c'est pour soigner mieux les alliés, et le recharge d'énergie c'est pour juste aider Bennett à avoir son ulti aussi vite que possible. Donc voilà, c'est toute l'équipe. Alors, comment est-ce qu'on utilise cette équipe? D'ailleurs, petite note, vous voyez ici que mon Bennett n'est que niveau 59, mais l'équipe fonctionne très bien. Alors, comment est-ce qu'on utilise cette équipe? C'est très simple, on place le champ de Bennett. On envoie soit Diangling, soit Fischl. On place, enfin le mieux c'est de commencer par Diangling parce que comme ça les ennemis ne seront pas envoyés en arrière par surcharge directement. Donc après on met Fischl avec son E, puis on retourne sur Anemo Traveler et on fait un maximum de dégâts avec dispersion avec sa Windblade. C'est toujours comme ça. Une fois que la première rotation a été faite, eh bien vous pouvez retourner par exemple sur Bennett pour faire un E, puis par exemple sur Xiangling, soit pour faire des attaques normales, soit pour placer le E, et on continue comme ça. L'idée c'est toujours, dès que la Windblade de l'Anemo Traveler est disponible, eh bien on retourne dessus, et on fait un maximum de dispersion. Enfin, Vortex Destructeur si vous préférez. Et donc, c'est vraiment l'idée de profiter au max des dispersions avec l'Anemo Traveler et du packing de l'Anemo Traveler pour faire des surcharges. Ici, sa Windblade fonctionne un peu comme un mini Vortex de Venti pour vraiment empêcher les ennemis d'être trop dispersés. Ce qui est assez ironique puisque il y a des dispersions. Mais donc voilà, c'est l'idée de la team. J'espère que ça vous aura plu. Bientôt va y avoir un changement dans les abysses, donc je ferai une analyse détaillée des nouvelles chambres d'abysses, des possibilités qu'on pourrait avoir avec chacun des personnages. Donc le prochain focus sur une team sera donc mercredi prochain. Et vu que les abysses se réinitialisent dimanche, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours mettre un petit like, vous abonner et partager la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine!